Alors, nous avons choisi, bien entendu, on va essayer de vous apporter un maximum de réponses par rapport au sujet, mais on va démarrer déjà la présentation avec peut-être un petit rappel de qui est Annemule. Et puis, on a choisi de démarrer aussi avec une partie qui va concerner la fabrication du papier, qui est évidemment un thème absolument indissociable de la conservation, puisque le mode de fabrication du papier est évidemment prédominant dans la conservation à long terme du papier et des tirages. Et donc voilà, la première partie que je vais assurer va vous présenter la fabrication des papiers chez Annemule en tout cas. Voilà, peut-être une occasion pour certains de découvrir comment on fabrique le papier, pour d'autres ce sera une- peut-être un rappel ou une révision. Et ensuite, je pourrais continuer avec un petit passage sur les procédés d'impression, puisqu'ils ont un rôle très important aussi. On ne conserve pas uniquement du papier, mais on conserve un tirage sur lequel, qui est donc un papier imprimé ou tiré. Et ensuite, on terminera sur une autre thématique qui est la conservation de ces tirages une fois qu'ils sont finalisés. Bon, alors, comme je ne suis pas fabricant d'encre, je ne pourrais pas rentrer autant dans les détails sur l'impression que Florian va le faire sur les papiers, mais vous allez voir, il y aura quand même déjà pas mal d'infos. Pour l'instant, pas encore de questions dans la rubrique Q&R. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous avons la possibilité en backup de répondre à ces questions. La liste continue à augmenter, mais on va, je pense, prendre la décision de démarrer pour ne pas non plus vous retarder. Voilà, ben écoutez, en tout cas, de nouveau bienvenue. Je suis Florian Rocher, le directeur général d'Annemule en France. Vincent, je vous laisse vous présenter. Oui, je m'appelle Vincent Royer et je suis en charge de tout ce qui est les papiers destinés à l'impression jet d'encre, les papiers fine art de Hannemüll. Et mon historique à moi personnellement, c'est d'être photographe. Donc voilà, j'ai une fonction commerciale aujourd'hui qui est aussi très technique. Et je sais de quoi on parle en tant qu'utilisateur aussi des papiers. Très bien, alors juste pour peut-être démarrer la présentation, j'essaie de voir déjà si ça va fonctionner. Voilà. Quelques dates. Annemule n'est pas une jeune société, on n'est pas une start-up. 1584, c'est l'année de la création de la société. Société qui a pris son nom, Annemule, en 1886. Alors, on a une frise avec de nombreuses dates, mais on a choisi vraiment de se limiter à quelques dates extrêmement symboliques. Et notamment, on a retenu la date de 1997, qui est une date intéressante à double titre. D'abord parce que c'est la date qui symbolise l'invention et le démarrage de la création des papiers jets d'encre destinés à l'impression numérique. Invention, en tout cas adaptation qui a été faite par Annemule en 1997, et c'est également l'année de la création de la filiale française, donc une date qui en plus nous touche un petit peu plus particulièrement. Voilà, on a de nombreuses choses qui ont jalonné l'histoire d'Annemule. Pour les gens qui font un peu de beaux-arts et les artistes, sachez que Dali, notamment, a été un des utilisateurs de nos papiers, mais pas que, il y a évidemment de très, très nombreux autres artistes. Voilà, aujourd'hui, on va se consacrer un petit peu plus au schéma, en tout cas à l'activité qui concerne la photo d'une manière générale. Mais sachez qu'Annemule n'est pas simplement un fabricant de papier destiné au jet d'encre. Nous sommes déjà à la base avant tout un fabricant de papier enfin, qui a créé beaucoup de papier dans l'univers des beaux-arts. Donc, on est un des grands fabricants dans le domaine des papiers aquarelles. On fabrique des papiers destinés au dessin, à l'huile, à l'acrylique. Donc, tous les artistes qui nous connaissent ont peut-être déjà eu l'occasion de travailler sur certains de nos papiers. On est également, je crois, une marque assez connue dans l'univers des papiers destinés aux techniques anciennes, notamment de gravure et de lithographie.
On est une marque assez reconnue également dans cet univers-là. Donc ça, c'est un pôle très très important. Nous avons également une division qui est plus technique, qui concerne ce que l'on appelle les sciences de la vie, avec des papiers destinés à l'industrie et à l'industrie médicale. On a notamment, à l'occasion de la période Covid que l'on a tous traversée, été un des grands fabricants de papiers destinés aux tests et aux masques. Donc, Annemul a été aussi sollicité dans ce contexte-là. Mais on fabrique bien d'autres papiers très techniques, capables de filtrer des molécules, des matières, des liquides, des gaz, etc. Et donc, on a une véritable expertise technique dans ce domaine-là. On est assez pointu. Ensuite, nous avons une division dont on va parler un peu plus en détail, qui est la division destinée au papier photo jet d'encre. Et puis également, de manière un petit peu plus anecdotique, on a créé un peu plus récemment une nouvelle unité, une nouvelle division qui concerne les papeteries plus luxueuses, plus haut de gamme, avec des carnets absolument magnifiques qui ont été développés récemment, et puis même des instruments d'écriture. Donc un Numul, c'est vraiment une, une, une variété de papiers. On n'est pas simplement sur un seul pilier, on a vraiment plusieurs cordes à notre arc. Donc voilà, comme je le disais, 1584, c'est-à-dire quasiment 440 ans de savoir-faire d'innovation qui se sont transmis. Alors évidemment, on ne fabrique plus aujourd'hui les papiers que l'on fabriquait il y a 440 ans, mais en tout cas, on a gardé aujourd'hui un esprit vraiment de produits très qualitatifs, de produits stables, et puis on essaye aussi de créer, d'innover, de lancer de nouveaux papiers assez régulièrement, et je crois qu'on est assez connu pour tout ça. Une grande spécificité que l'on aime bien mettre en avant chez Annemul depuis quelque temps et qui fait partie de notre ADN, c'est ce côté développement durable, respect de l'environnement. On essaye, dans la mesure de possible, vous savez que l'industrie du papier est une industrie très critiquée pour son côté anti-écologie, ce qui en réalité n'est pas tout à fait une réalité dans l'univers des papetiers, mais en plus chez Annemul, on essaye d'être le plus vertueux possible, et on va en reparler sans doute un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais à beaucoup de niveaux, on essaye d'être très vigilant et chaque détail est étudié avec beaucoup de minutie. Les choix qui sont faits par un Annemul sont toujours faits dans un souci du respect de l'environnement et notamment parce que nous sommes implantés à un endroit qui est en bordure d'un parc naturel qu'il faut protéger et les contraintes environnementales sont déjà très très élevées. Alors pour démarrer assez rapidement, déjà pour vous expliquer un peu comment on fabrique le papier, déjà il faut recenser les ingrédients. Les ingrédients qui rentrent dans la composition du papier sont des éléments évidemment essentiels comme vous pouvez l'imaginer. Avant tout, il y a un ingrédient qui est très important et auquel on ne pense pas forcément, c'est l'eau. L'eau qui est chez Annemul, on utilise l'eau qui est issue d'une source, qui est une source tellement pure qu'on n'a absolument pas besoin de compenser cette eau pour rétablir son pH, parce que le pH est vraiment parfaitement adapté à la qualité des papiers que l'on souhaite développer. Donc ça, c'est un élément qui est très important et qui est souvent oublié, mais la qualité de l'eau est un élément prépondérant dans la fabrication des papiers. Ensuite, nous allons utiliser différents types de fibres, à commencer par le coton. Alors, sachez que le coton, là aussi, coton qui est une matière très critiquée pour notamment son caractère consommateur d'eau. En réalité, dans l'industrie du papier, d'une manière générale, on utilise non pas la fibre du coton la plus longue qui, elle, est utilisée pour le textile, mais on utilise les fibres qui sont autour des graines, que l'on appelle les linters de coton, et qui, si elles n'étaient pas utilisées par notre industrie, ça serait certainement détruite ou jetée, soit jetée, soit détruite, soit brûlée. Donc, quelque part, on réutilise des éléments qui, quelque part, de toute façon, ne seraient pas utilisés. La cellulose de bois est ensuite un élément très, très important que l'on utilise. Alors, c'est majoritairement ce que l'on utilise dans l'industrie papetière d'une manière générale. À la fois, on va utiliser les fibres longues, qui sont en général issues de pin, et puis des fibres courtes, qui, à l'inverse, sont utilisées, enfin, sont trouvées dans des arbres, des feuillus d'une manière générale.
Alors, point très très important, on va utiliser de la fibre de cellulose, mais qui est dépourvue de lignine et d'hémicellulose. Ça, c'est un élément fondamental. On en reparlera certainement un petit peu plus loin dans la présentation. Mais cet élément est fondamental parce que l'hémicellulose et la lignine sont des agents qui vont faire jaunir le papier. Vous connaissez tous le papier journal que vous laissez au soleil pendant quelques minutes ou parfois quelques heures et qui jaunit de manière quasiment instantanée. Les fibres que l'on utilise de notre côté sont des fibres qui sont dépourvues évidemment de ces agents. Mais nous avons décidé depuis longtemps déjà d'utiliser des fibres alternatives qui sont très intéressantes et on a chez Anumul un portefeuille de produits, de papiers qui sont parfois pas encore très très connus. Alors le bambou est un papier assez ancien que l'on a lancé il y a quelques années déjà, donc issu de fibres de bambou et on a lancé plus récemment des papiers à base de chanvre, des papiers à base d'agave et plus récemment l'année dernière en 2022 un papier à base de canne à sucre. Là aussi, on réutilise la bagasse de la canne à sucre, donc qui, si elle n'était pas utilisée, serait jetée. Donc voilà quelques éléments très importants. Sachez évidemment, mais ça semble être une évidence, mais bien évidemment, la qualité de la fibre va être un élément fondamental dans la qualité du papier et dans sa conservation future. Dans les papiers, on va utiliser, donc je disais, de l'eau, des fibres, mais également on va rajouter des ingrédients. Alors, on va commencer par le kaolin, qui est une charge minérale qui va permettre d'améliorer l'opacité des papiers, de combler les pores qu'il va y avoir entre les différentes fibres. Ça, c'est un élément très important. La craie, qui est également une charge minérale, qui, elle, va permettre, dans un dosage savant, de permettre de réduire ou de limiter l'acidité, voire même de créer un tampon alcalin, qui va permettre, en cas d'agression extérieure, finalement de faire un tampon. Donc, la craie est un élément fondamental. On utilise également des liants qui vont permettre de solidariser les fibres entre elles et le liant est également un élément très utilisé notamment dans les papiers aquarelles qui va permettre la bonne diffusion des pigments dans le papier. Et ensuite, dernier ingrédient qui peut être utilisé, qui n'est pas systématique, mais qui est indispensable, notamment dans les papiers photos, c'est ce qu'on appelle le couchage ou l'induction. Et ça, c'est un élément qui vient en surface. Une fois que le papier est fabriqué, on vient apposer une couche en surface. Et là, on utilise également des minéraux. Donc, c'est ce qu'on appelle une sauce, qui est un mélange un peu savant qui va permettre de définir et de donner vraiment beaucoup de précision au moment où on va faire notre tirage jet d'encre. Vincent aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Alors, très rapidement sur les méthodes de fabrication, nous utilisons d'une manière générale, alors ça c'est un peu l'historique et on a voulu démarrer ce chapitre par cet élément qui est assez intéressant. C'est une gravure ancienne qui montre notamment à droite la fabrication des papiers chez Anumul à l'époque où c'était fait à la main. Aujourd'hui, on sait encore les faire, mais on ne les fait plus de cette manière-là. Le principe était simple, c'était un mélange, le mélange de tout ce que l'on vient d'évoquer précédemment, qui était mis dans une cuve, et puis ensuite par un système de tamis, c'est-à-dire qu'on crée un tamis, une structure en bois sur laquelle on vient imposer des fils de métal qui sont reliés les uns aux autres. On va créer une sorte de trame. On plonge l'ensemble dans la cuve en ayant pris le soin de bien mélanger l'eau avec les fibres à l'intérieur. On plonge donc ce tamis, on le soulève. Évidemment, ne reste en surface que les fibres. Et c'est comme ça qu'on obtient du papier fabriqué à la main, qui a encore beaucoup d'avantages. Alors, c'est un côté aujourd'hui très traditionnel, très artisanal, mais ça a beaucoup d'avantages d'un point de vue mécanique. Et on va reparler tout à l'heure de ce que l'on utilise aujourd'hui comme méthode qui se rapproche en tout cas de cette technologie-là. Alors voilà, aujourd'hui, donc, on va prendre ce mélange de fibres. Donc, imaginez l'opérateur sur la machine à papier. En fait, il a devant lui une recette. C'est vraiment comme une recette de cuisine. Et il sait aujourd'hui qu'il doit fabriquer tel papier. Il sait exactement quelle est la proportion de fibres qu'il doit utiliser. Donc, il prépare ces différents ingrédients et puis il va progressivement les introduire dans une cuve, mélanger l'ensemble et puis ensuite, l'ensemble va arriver sur une machine.
Alors, deux technologies aujourd'hui qui sont utilisées chez Hanemul. La première technologie, on l'appelle la machine table plate. C'était également utilisé, connu sous le nom de Fourdrinier, qui est l'inventeur de cette machine, en tout cas de ce procédé de fabrication. Le principe est simple. Vous voyez cette cuve où on voit mélange pâte et eau, donc qui est précédemment préparée en amont dans d'immenses silos, hein, de grosses cuves métalliques. On va à un moment donné lancer cette cuve, enfin ouvrir cette cuve, et puis progressivement, le contenu va se déverser de manière très progressive sur une table qui est une sorte de tapis roulant perméable que vous voyez là, qui est symbolisé avec une flèche qui avance. Ce tapis roulant vibre, et la fibre progressivement se met en place. Et donc, au début, c'est un mélange qui est composé à plus de 95% d'eau et le reste de fibres. Et puis, progressivement, l'objectif va être d'éliminer l'eau le plus rapidement possible. Donc, on fait vibrer ce tapis qui avance lentement. Ensuite, on va passer le tapis passer le tapis et donc la fibre dans des rouleaux qui vont presser pour essayer d'évacuer un maximum d'eau. Puis ensuite, ça va passer dans un système de cylindres, des cylindres chauffants. Alors d'abord dans des feutres qui vont absorber l'humidité, et puis ensuite dans des cylindres chauffants qui vont permettre progressivement, de manière très subtile et progressive, de sécher le papier pour que le papier arrive en fin de course sur un mandrin qui s'enroule et on a une bobine qui est quasiment sèche. Voilà le principal procédé. Alors c'est aujourd'hui le procédé le plus utilisé dans l'industrie papetière. C'est fabriqué aujourd'hui aujourd'hui on fabrique des machines qui sont absolument immenses, qui font parfois 10 mètres de large sur 150 à 200 mètres de long. Chez Hanemul, on travaille sur de toutes petites machines qui vont très lentement. Alors là, vous voyez à l'écran la caisse de tête où on voit l'arrivée de la pâte à papier sur la machine. Donc ce sont quelques photos un peu symboliques mais intéressantes. Ensuite, on a cette presse qui va écraser le papier, qui peut également d'ailleurs donner une empreinte, un gaufrage, une texture particulière si on le souhaite. Ensuite, le papier va passer dans des feutres. Là aussi, on peut donner une autre texture si on le souhaite au papier, d'où les grains que vous avez parfois sur certains papiers aquarelles avec des grains notamment torchons. Voilà, alors c'était une présentation très sommaire et très simple, mais l'idée c'était vraiment de vous montrer très schématiquement comment fabriquer le papier sur machine table plate. La deuxième technologie s'appelle la machine forme ronde. Cette technologie est une technologie très intéressante. Alors il y a actuellement dans le monde, il doit y avoir 5 ou 6 machines de ce type, donc c'est une technologie très confidentielle. C'est une technique très intéressante qui va nous permettre de retrouver les caractéristiques techniques très proches de la fabrication du papier à la main. Le principe est très simple, c'est un cylindre que vous voyez, le gros cylindre qui tourne dans une cuve. Par un système de dépression, la fibre va venir se coller sur le cylindre et puis progressivement va ensuite être prise par d'autres rouleaux et suivre ensuite le même chemin et le même type de traitement que sur la machine précédente avec un pressage dans des feutres et puis un séchage dans des cylindres jusqu'à obtenir un rouleau qui est sec. L'avantage de cette technique est notamment que les fibres vont se déposer en 3 dimensions et donc on aura une meilleure résistance mécanique des papiers, mécanique par rapport notamment à tout ce qui est gaufrage, puisque le papier ne sera pas orienté, la fibre ne sera pas orientée seulement dans un sens, mais vraiment en 3 dimensions. Donc voilà le principe. Cette machine va également nous permettre des choses très intéressantes comme la fabrication de filigrane. Le principe du filigrane, si vous ne le connaissez pas, en fait, c'est très simple. On habille ce fameux cylindre d'un manteau qui est métallique, donc qui laisse passer l'eau. Sur ce cylindre, on va venir greffer euh, éventuellement des choses qui sont inscrites, un logo, ça peut être un logo, ça peut être une mention ou quelque chose. Et évidemment, la fibre, lorsqu'elle va recouvrir cet endroit, ce logo, à cet endroit-là, il y aura un peu moins de fibre et donc on verra un peu plus facilement à travers le papier, d'où le filigrane. Également très intéressant de voir la tige qui est en train d'être attachée là actuellement sur la photo. Cette tige va permettre une étape très intéressante qu'on appelle les papiers à bord frangé.
En fait, en fragilisant le papier avec cette tige, on aura un peu moins de fibres là aussi au-dessus de cette tige. Et donc, quand on va venir étirer ce papier volontairement, et ben, ce papier va se déchirer et on va obtenir des bords frangés qui vont être naturels. Voilà pour la petite histoire de la fabrication des papiers fabriqués sur la machine forme ronde. Et vous voyez là aussi quelques photos qui montrent notamment la prise du papier entre des feutres et puis sur le côté droit, le séchage sur des cylindres chauffants. Voilà, je vous passe assez rapidement les autres étapes. Alors bien évidemment, on a un contrôle qualité chez Anemul qui est très rigoureux, un contrôle qualité qui est sur l'ensemble de la chaîne, hein, c'est pas juste à la fin. On a évidemment un contrôle des matières, on a un contrôle en début de machine, même avant la mise sur la machine, et puis à différentes étapes lors de la fabrication du papier. Donc pour nous, c'est fondamental d'avoir vraiment un contrôle régulier. Et évidemment, tout est archivé, chaque lot est contrôlé, est archivé, on est capable de suivre et de retrouver des lots très anciens et de voir et d'analyser les caractéristiques techniques de chacun des lots de fabrication. Voilà, alors ça c'était voilà, une brève présentation. On reviendra un petit peu sur la fabrication d'une manière générale. Retenez simplement que on est connu, je pense, chez Anemul pour la qualité de nos papiers, mais on est aussi très connu pour la constance d'une fabrication à une autre. Je dirais que fabriquer du papier, c'est pas extrêmement simple, mais c'est pas non plus extrêmement compliqué. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est de continuer, c'est d'avoir une vraie constance d'une production à une autre. Et ça, je pense que c'est une des vraies forces d'Anumul, c'est d'être capable aujourd'hui de proposer un papier qui va être strictement identique au papier qui était lancé en production il y a 5 ans, par exemple. Voilà. Je laisse la parole à Vincent qui va maintenant poursuivre la présentation après cette brève présentation de la fabrication des papiers. Merci Florian. Et du coup, oui, je vais reprendre en vous faisant une présentation. On va essayer d'aller assez vite des gammes de papier que Anemul propose, maintenant qu'on a vu comment il était fabriqué. Et je vais me concentrer pour l'instant, on reviendra un tout petit peu sur d'autres papiers par la suite, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur les papiers pour le jet d'encre, parce que voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en faisant ce partenariat avec Graphic Réseau et qui distribue nos papiers jet d'encre en particulier. Donc voilà, on a une première gamme qu'on appelle Fine Art. Le mot est pas anodin. Tous les papiers qu'on dit Fine Art, normalement, c'est des papiers qui respectent des normes, notamment une norme ISO qui s'appelle la norme ISO 9706, qui définit des critères pour qu'un papier se conserve longtemps dans le temps. Et donc, voilà, la première gamme de papiers d'Anemul qui a fait sa réputation, c'est cette gamme Fine Art, dans laquelle on trouve des papiers qui sont de qualité exceptionnelle, qui ont une très longue conservation. En fonction des modes de conservation, on va parler de 1 à plusieurs siècles. Et je dis bien en fonction des modes de conservation parce qu'on va le voir dans toute la suite de ce webinaire. Tout dépend des modes de conservation. Dans cette gamme, on a aussi des papiers qui ont des textures très différentes, des aspects de surface qui vont être brillants, mat, voilà, des papiers qui sont plus ou moins originaux. Et on a aussi des toiles canvas qui, elles aussi, répondent aux mêmes exigences de conservation que les papiers. Et ça, c'est très important. Anemul sait faire des très beaux papiers et ça, déjà, c'est en soi une réussite. Mais ce qui est peut-être encore plus rare, c'est de faire des toiles qui ont les mêmes propriétés de conservation que les papiers. Et ça, Anemul le fait aussi. On le verra par la suite. Et ensuite, voilà, dans cette gamme, on va avoir aussi des variétés de matières premières. Florian vous a parlé tout à l'heure d'agave, de chanvre, de canne à sucre et de bambou. On va revenir dessus dans la slide juste après. Et puis, Florian, vous avez parlé déjà de la constance de production. Donc justement, je passe à la slide suivante, dans laquelle je rentre un tout petit peu en détail et j'irai pas plus loin dans cette gamme Fine Art. On a une première partie de la gamme qu'on appelle Natural Line, dans laquelle il y a ces papiers à base d'agave, de chanvre, de canne à sucre et de bambou, qui sont des papiers qui sont assez récents, qui sont des papiers qui parfois peuvent faire un peu peur sur le terme de la conservation parce que c'est des nouvelles fibres, qu'elles sont un peu moins connues du grand public. Mais en réalité, c'est des papiers qui sont techniquement de très bon niveau et qui ont les mêmes propriétés de conservation que le reste de la gamme Fine Art. Soyez vraiment rassurés là-dessus.
Ensuite, on va avoir des papiers qu'on appelle matte lisse ou matte smooth en anglais. J'ai gardé les termes anglais parce que c'est simplement les mots que vous allez avoir écrits partout quand vous cherchez les papiers sur Internet. Donc, c'est pour vous aider à vous repérer. Mais matte smooth, ça veut bien dire papier mat et lisse. Donc là, par exemple, le papier le plus connu, c'est le Photorac 308. Ensuite, on va avoir des papiers mat texturés, qui sont l'héritage des papiers pour artistes, notamment pour aquarellistes, qu'Anemul a produit depuis des centaines d'années. Les papiers connus dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ça va être le William Turner ou le Museum Etching. Le Museum Etching, d'ailleurs, c'était un des deux premiers papiers qui a été sorti en 1997. Florian vous disait tout à l'heure qu'Anemul a été la première entreprise à proposer un papier fine art pour l'impression jet d'encre. Et donc, le Museum Etching était un de ces deux papiers. Et puis ensuite, la dernière partie de cette gamme de papiers, c'est les papiers brillants, où là, vous allez avoir des papiers qu'on connaît sous le nom de Photorac Barita ou Fine Art Barita, par exemple. J'ai pas mis ici parce que ça m'embêtait un peu pour la mise en page, on va pas se mentir, les toiles, mais donc je vous ai parlé juste avant des toiles. On a 6 toiles différentes qui ont des aspects de surface différents également. On a des toiles qui sont mates, des toiles qui sont brillantes. On a même une toile métallique. On a d'ailleurs un papier métallique aussi dans les papiers brillants. Et puis on a des toiles qui sont plutôt avec des tonalités froides et des toiles plutôt avec des tonalités chaudes en termes de couleur du papier. Et ça, c'est exactement la même chose, de couleur de la toile, pardon. Et ça, c'est exactement la même chose pour les papiers. On a des papiers plutôt froids, plutôt chauds. Je rentre pas plus en détail dans cette gamme parce que sinon, on l'a fait lundi soir, ça prend une demi-heure. Et donc là, on a vraiment envie de parler de conservation ce soir. Je vous parle en revanche d'une autre gamme qu'on a appelée Everyday Photo, qui est une gamme déjà qui coûte moins cher, qui est une gamme avec un rapport qualité-prix qui est excellent. Mais le revers de la médaille, c'est toujours des papiers qui sont assez beaux. En revanche, une conservation qui va être moindre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des papiers qui sont jetables, mais simplement, tout à l'heure, on a parlé de très longue conservation avec, je vous ai dit, 1 à plusieurs siècles en fonction des conditions. Ici, on va plutôt être sur quelques décennies en fonction des conditions. Et c'est aussi une gamme qui est beaucoup plus réduite. D'ailleurs, je n'ai pas fait de slide pour vous parler de sous-famille, puisqu'en fait, il y a simplement un papier mat, 2 papiers semi-brillants, un papier brillant, une toile. Voilà, donc c'est une gamme très réduite, mais qui reste de bonne qualité. Et quand on parle de conservation, ce n'est pas uniquement pour parler de ce qui se fait de mieux, c'est aussi pour connaître les enjeux de conservation des papiers moins onéreux également. Donc voilà, pour les gammes de papier à Neumul, vous avez la gamme Fine Art, qui est celle-ci, et vous avez la gamme Anemul Photo, Everyday Photo, qui est celle-là. Alors, si jamais vous avez envie d'approfondir le sujet des papiers et de savoir comment mieux choisir vos papiers, je vous invite à vous munir d'un nuancier que nous, on propose à la vente via nos distributeurs, donc Graphique Réseau. Et voilà, c'est le meilleur moyen de choisir un papier. Et ça peut aussi être utile pour la conservation. Je vais en parler juste après, mais avoir des petites languettes de papier que l'on peut disposer à des endroits où on stocke des tirages. Ça peut être utile pour vérifier comment est-ce que le papier est atteint par l'environnement avant qu'il atteigne, par exemple, des tirages qui sont à l'intérieur d'une boîte. Donc voilà, le nuancier peut aussi avoir cet intérêt. Et puis voilà, je vous embête plus avec avec les papiers. Ça y est, j'ai fait le tour à peu près de la gamme et on rentre plus dans le sujet de la conservation, avec notamment la question des tirages et en priorité du tirage jet d'encre. Parce qu'effectivement, le choix du type de tirage a un impact sur la durée de vie d'un tirage. Pour les tirages jet d'encre, par exemple, on a 2 technologies principales d'encre qui existent. On a des encres à colorant et des encres à pigments ou encre pigmentaire. L'intérêt des encres à colorant, c'est que déjà, c'est beaucoup moins cher. Et donc, on va retrouver souvent ces encres sur des imprimantes d'entrée ou de milieu de gamme. C'est aussi ces encres qu'on va retrouver dans les systèmes d'encre, sur les imprimantes où il y a des systèmes d'encre rechargeables la plupart du temps. Elles ont aussi un intérêt technique, ces encres, c'est qu'elles pénètrent plus profondément dans le couchage dont Florian a parlé tout à l'heure. Si vous imaginez un sandwich qui représente une tranche de papier, vous allez avoir une grosse partie qui est la base papier, et puis par-dessus une petite couche qui est le couchage ou l'émulsion ou l'induction. Et donc, les encres à colorant vont pénétrer plus profondément dans cette induction. Ce qui fait qu'il y a moins de risque de métamérisme ou de bronzing sur les papiers brillants.
Voilà. En revanche, il y a un gros désavantage à utiliser des encres à colorant, c'est qu'elles se conservent moins longtemps, enfin elles se conservent, elles durent moins longtemps lorsqu'elles sont exposées à l'environnement que les encres à pigments. Elles sont elles plus résistantes au vieillissement, à la lumière, à l'humidité et au gaz par exemple. Donc les encres à pigments ont ce tout petit désavantage que parfois sur certains tirages avec certains types d'encre, dans certains niveaux d'ancrage, il y a du méthamérisme et du bronzing. Heureusement, c'est assez rare. En revanche, c'est vraiment les encres à choisir si vous voulez faire des tirages pour les intégrer dans des galeries, dans des musées, pour les faire rentrer dans des collections, pour les vendre à des personnes qui vont payer peut-être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros un tirage et qui veulent s'assurer qu'elles achètent quelque chose de tangible qui va durer au moins un certain temps. Voilà, c'est vraiment les encres à pigments qu'il faut choisir dans ce cas-là. Je parle d'un autre procédé ensuite d'impression qui est toujours du jet d'encre, mais qui est la piézographie, qui se fait à partir d'encre au charbon, et qui sont aussi des encres qui ont une très très bonne permanence. C'est des encres en plus qui permettent des résolutions d'impression très légèrement supérieures. Alors pourquoi est-ce qu'on ne tire pas tout avec de la piézographie? Tout simplement parce que c'est un procédé uniquement noir et blanc, avec aujourd'hui la possibilité de faire des teintes chaudes et froides, mais bon, c'est principalement un procédé noir et blanc, et donc ça ne s'applique pas du tout à tous les types de photographie. Mais voilà, il faut connaître ce procédé, la piézographie. C'est un procédé d'impression avec des encres qui ont une très bonne permanence, comparable, voire meilleure aux encres pigmentaires. Donc, il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Ensuite, je rebondis sur une question qui nous a été posée avant le webinaire et donc c'est parfait parce que ça me permet d'aborder un sujet. La question c'était, est-ce que vous pouvez nous donner un tableau de durée de vie des couples encre-papier ou encre-imprimante papier? Et en fait, la réponse, c'est plutôt non parce que c'est compliqué à faire de tout tester exactement dans les mêmes conditions. Alors, il y a des gens qui essayent de le faire. Par exemple, il y a le Wilhelm Imaging Research, qui est un centre de recherche dans l'Iowa aux États-Unis, qui fait des tests avec des imprimantes, des encres et des papiers, qui fait des tests de vieillissement accéléré en exposant les tirages à une forte luminosité, à des variations d'hygrométrie, d'humidité et ainsi de suite. Mais malgré le fait qu'eux essayent de le faire, ils sont incapables, en fait, en termes de ressources humaines, de tester tous les couples encre, papier, etc. Donc ça reste assez compliqué. Alors du coup, généralement, on se base sur les promesses faites par les fabricants, y compris à Neumul, et parfois, ou les promesses faites par les fabricants d'imprimantes et donc d'encre. Parce que vous savez bien que les fabricants d'imprimantes vivent grâce aux encres qu'ils vendent, pas grâce aux machines. Et donc là, on va voir que Canon, HP ou Epson proposent des estimations de durée de vie de tirage qui sont différentes. Alors là encore, c'est compliqué à comparer parce que généralement, les estimations de durée de vie qu'ils donnent pour ces tirages avec leurs encres, elles sont basées sur leur propre papier et elles ne sont pas basées sur voilà, un support papier identique. Donc déjà, c'est difficilement comparable. Ensuite, les méthodes utilisées pour faire ces estimations sont différentes en fonction des fabricants. Donc, par exemple, à l'époque argentique, les estimations données par Kodak étaient basées sur un cycle d'exposition de 5 heures par jour, alors que tout le reste des fabricants de papier se basait sur un cycle d'exposition de 12 heures par jour. Forcément, la comparaison entre Kodak et une autre marque n'avait rien à voir. Et ben, c'est un peu la même chose pour les fabricants d'encre et donc d'imprimantes. Ils utilisent des méthodes qui sont différentes et qu'on ne connaît pas. En tout cas, le grand public n'a pas accès à ces méthodes. Et donc, c'est difficile de faire une comparaison. En revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça soit avec des encres Epson, HP ou Canon, qui sont les trois principaux concurrents sur le marché des imprimantes, on a des résultats qui permettent d'atteindre ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, une conservation de 1 à plusieurs siècles en fonction des conditions de conservation sur des papiers de bonne confection comme les papiers à Neumul. Donc voilà, tout un petit chapitre aussi sur les encres qui ont un impact sur la conservation. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre procédé de tirage, ou plutôt d'une famille de procédés de tirage qui sont les procédés alternatifs. Parce que là, bon, on a parlé d'abord de l'impression jet d'encre. Neumul est plus connu pour ses papiers jet d'encre, mais produit aussi du papier pour les tirages alternatifs. On produit notamment un papier particulier qui a été développé exprès pour ces procédés de tirage qui s'appelle le Platinum Rag. On a aussi, Florian parlait tout à l'heure de papier pour des techniques anciennes de gravure
d'autres papiers qui peuvent se prêter parfois dans des expérimentations à des procédés alternatifs, qui n'ont pas forcément été prévus pour ça, qui sont des papiers anciens mais qui peuvent s'y plaire en fonction des papiers. Là, le Platinum Rag, c'est vraiment un papier qui a été développé exprès pour les procédés anciens, et notamment pour le tirage platine palladium. C'est pour ça qu'on l'a appelé Platinum Rag. Alors, les procédés alternatifs, procédés anciens et ainsi de suite, ne se valent pas tous en termes de conservation. Par exemple, on a des procédés qu'on appelle des anthotypes, qui sont des tirages à base d'extraits végétaux, qui vont pas forcément avoir une permanence très longue. En revanche, quand on commence à parler de cyanotype ou de tirage platine-palladium, là, on arrive sur des procédés de tirage qui ont des très longues durées de conservation. Le tirage platine-palladium est sans aucun doute aujourd'hui plus permanent que la meilleure des impressions jet d'encre. Ce qui ne veut pas dire que c'est un problème pour les impressions jet d'encre, puisqu'elles sont déjà très très bonnes et qu'on a atteint la durée de vie qu'on avait avec les tirages argentiques. Or, des tirages argentiques, on en a dans les collections, dans les musées depuis un certain temps maintenant, et on sait qu'en les conservant de bonne manière, on peut les faire durer pour les proposer aux utilisateurs dans des expositions encore pendant plusieurs dizaines d'années sans problème. Donc voilà, les procédés alternatifs ou anciens, il y a vraiment de tout. Il faut faire attention au type de procédé qu'on utilise. Si on part sur des procédés type cyanotype ou tirage platine-palladium, on peut avoir des tirages qui ont une très bonne permanence. Alors, je reviens d'ailleurs en parlant du Platinum Rag sur un autre élément dont Florian a parlé, c'était les ingrédients. Tout à l'heure, il a dit qu'on mettait de la craie dans les papiers pour créer une réserve alcaline. Et en fait, l'objectif normalement de cette réserve alcaline, c'est d'empêcher notamment le jaunissement du papier, puisque le papier jaunit lorsqu'il est attaqué par l'acidité. Donc en créant une réserve alcaline, qui est une réserve basique, on va faire en sorte que ce soit d'abord cette réserve qui soit attaquée par l'acidité et que le papier donc reste avec une tonalité neutre jusqu'au moment où vraiment on a bouffé toute la réserve et là le papier va commencer à se dégrader, mais comme tous les autres papiers. Dans le Platinum Rag, il n'y a pas de réserve alcaline et c'est très important, notamment pour le tirage platine-palladium, parce qu'il y a des réactions chimiques qui auraient lieu entre la craie et la solution en platine-palladium s'il y avait cette réserve alcaline sur ce papier. Donc voilà, pour certains types de papier très, très spécifiques, on ne met pas de craie parce que ça a un intérêt technique justement de ne pas en mettre. Pour les papiers, pour le tirage jet d'encre classique, là par contre, il y a la présence de craie pour avoir une réserve alcaline. Autre petit détail sur ce papier Platinum Rag, pardon, pour ceux que ça intéresse, c'est un papier qui a tendance à peu boire la solution, ce qui est très intéressant pour ces procédés qui coûtent très cher. Donc, si jamais vous faites des procédés alternatifs, je vous invite à le tester. Un très bon papier qui est au final très économe en solution. Attention, en revanche, ne le mettez pas dans une imprimante, ça ne va pas du tout marcher. Et je dis ça en rigolant un peu, mais j'ai déjà eu des retours de personnes à qui c'est arrivé. Donc voilà, ne le foutez pas dans votre imprimante. Allez, je passe à la suite. Parce que quand même, je pense que les procédés alternatifs ne sont pas la raison principale pour laquelle la plupart d'entre vous se sont inscrits à ce webinaire. Donc, on va revenir sur des choses un peu plus classiques, ou en tout cas qui concernent tous les types de tirages. Et on va parler un peu de protection des tirages. Mais avant de rentrer dans cette section, en préparant ma présentation, j'ai un peu oublié une partie, donc je vais la faire à l'oral, qui est toute la partie sur le contre-collage et le montage et la disposition des tirages sous un verre ou un plexiglas de protection. Donc déjà, merci à ceux qui ont posé la question en s'inscrivant au webinaire, parce que sinon, j'aurais complètement zappé cette partie. Grâce à vous, on va pouvoir l'aborder. Évidemment, on a parlé de papier, donc par extension, tous les cartons qui vont être utilisés dans le contre-collage ou le montage doivent respecter aussi ces normes ISO dont on a parlé, notamment 9706, pour ne pas dégrader le tirage qui est contre-collé sur ces supports. C'est le cas aussi pour d'autres supports comme le Dibond. Voilà. Il faut utiliser des supports qui sont prévus pour le contre-collage d'œuvres d'art, photographie ou peinture ou autres, mais qui sont prévus et qui respectent des normes pour ne pas dégrader les œuvres d'art. Ensuite,
et ça peut-être qu'on y pense encore un peu moins, il faut utiliser des adhésifs, notamment des colles, qui respectent aussi certaines règles. Alors là, je m'y connais beaucoup moins en colle, mais qui respectent certaines règles pour pas que finalement la colle qui est en sandwich entre le dibon et le tirage ne soit en fait l'élément qui vienne contaminer le tirage. Ça peut se voir parfois sur des tirages. On va voir des auréoles apparaître à travers le tirage. En fait, on se rend compte que c'est la colle ou le support au dos du tirage qui progressivement en fait est venu attaquer le tirage, et ça commence à se voir à la face du tirage alors que ça avait commencé à attaquer seulement le dos au départ. Donc voilà, ça c'est important. Et ensuite, il y a la question du verre. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai parlé de la gamme de papiers à Neumul. On a des papiers mat, et c'est vrai que c'est toujours frustrant de mettre un papier mat derrière un verre. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais en termes de conservation pure, évidemment, protéger un tirage derrière un verre de bonne qualité, ça a un intérêt. Quand on regarde les résultats qui sont disponibles sur le site du Wilhelm Imaging Research, généralement, ils publient 3 indicateurs quand ils testent un couple encre-papier. Ils testent ils proposent un indicateur où c'est le papier exposé à une lampe directement qui reproduit une lumière avec des UV. On a un test qui est fait à travers un verre classique et un test qui est fait à travers un verre spécifique développé pour les musées anti-UV. Et on voit la différence est très simple, hein, c'est quasiment du simple au double entre l'exposition sans verre anti-UV et l'exposition sous verre anti-UV, avec le curseur qui est à peu près au milieu pour l'utilisation d'un verre simple. Donc effectivement, protéger un tirage dans un cadre avec un verre de protection, c'est utile pour la conservation. En revanche, peut-être que c'est dommage pour l'esthétique du tirage. Et ça, c'est comme pour tout en conservation, une question d'arbitrage. Est-ce qu'on souhaite montrer son tirage un tirage en appréciant pardon, tout l'esthétisme prévu par l'artiste au départ, ou alors est-ce qu'on préfère, parce que c'est un tirage qui a déjà par exemple été abîmé, le conserver derrière un verre, ce qui est un peu dommage, mais au moins permettre à plus de monde, pendant encore plusieurs dizaines d'années, de bénéficier de ce tirage. Ça, c'est toujours une question d'arbitrage, et là, je parle plutôt dans un contexte muséal, mais c'est exactement la même chose chez soi. Donc voilà, petite section pour laquelle il n'y avait pas d'image. Désolé, on va passer ensuite sur donc des astuces pour protéger la couche image, donc le dépôt des encres à la surface sur le couchage du papier. Et voilà, on a chez Anemul développé 2 produits qui permettent de protéger, et je dis protéger avec des guillemets, les tirages parce que ce n'est pas une protection à l'épreuve de tout. On a d'abord un spray que vous voyez à gauche de l'écran, ici, qui permet de protéger notamment partiellement contre l'attaque des UV sur les tirages. Et aussi, c'est un spray qui permet de protéger légèrement, et je dis bien légèrement, c'est important, contre les abrasions. Parfois, je vois quelqu'un à qui je montre un tirage sur lequel il y a le spray et sur lequel il n'y a pas le spray pour lui montrer déjà que ça change absolument pas l'aspect du tirage. Et puis, je lui dis, regarde, avec mon ongle, si je gratte très légèrement le tirage sans spray, on voit une trace. Et si je gratte très légèrement le tirage avec le spray, on voit moins de traces. Donc, pour lui démontrer que ça fonctionne. Et là, je vois cette personne qui sort une clé et qui raye le tirage. Ah oui, bah là, forcément, oui, le tirage est rayé. C'est pas une protection à l'épreuve de tout. En revanche, c'est une protection qui est utile, déjà parce qu'elle protège des UV, en partie en tout cas, mais aussi pour des tirages qui vont être correctement conservés, notamment dans une boîte portfolio, et qui vont, lorsqu'on déplace cette boîte, vivre des très légères abrasions en permanence. Et ben, contre ces légères attaques physiques du tirage, le spray va aussi avoir un intérêt, mais ça ne va pas protéger des griffures fortes. Donc Alors, voilà. petite précision juste pour ajouter un petit élément justement sur ce spray. On le recommande vivement sur les papiers mat. Il n'est pas Oui. nécessaire sur les satinés ou sur les brillants. Sur les mats, c'est vrai que le pigment se déposant en surface du papier, il est quand même fortement recommandé de l'utiliser. C'est pas une obligation, mais en tout cas, il est beaucoup plus recommandé sur les papiers mat que sur les papiers brillants, d'une manière générale, sur lesquels il n'apporte finalement moins de bénéfices. Oui, tout à fait. Merci, Florian.
Et je redis que ça ne change pas l'aspect des papiers mat, parce que ça, c'est souvent une crainte. Alors évidemment, faites des tests à l'avance. J'ai à peu près, je sais pas, peut-être 2-3% de personnes qui me disent que ça change l'aspect du tirage. Peut-être que c'est des gens qui ont des regards extrêmement affûtés, mais de manière générale, ça ne change pas l'aspect de surface du tirage. Et ça, vraiment, pour avoir beaucoup de retours de laboratoire, on le vérifie, hein. Il y a très peu de gens qui se plaignent de ça. Sous réserve que ce soit appliqué correctement. Absolument, et c'est la Et partie qui suit. voilà. Ah, pardon. Non, non, mais pas de souci. Oui, oui, surveiller que ça soit appliqué correctement et notamment pas du tout, mais alors pas du tout comme la photo le montre. Et ça, j'ai beaucoup râlé auprès de mes collègues allemands et je leur ai demandé d'en faire une nouvelle parce que cette photo montre la pire manière de l'appliquer. La bonbonne est beaucoup trop près du tirage. Et en plus, on peut voir que là, le tirage est posé sur une table à plat et la bonbonne est elle aussi à l'horizontale, ce qui n'est pas du tout la manière la plus efficace de mettre ce spray d'appliquer ce spray. Là, si vous le faites comme ça, vous risquez d'avoir, en fait, au moment où vous appuyez, un gros jet de spray qui va créer une tache ronde sur le tirage. Et puis après, vous allez essayer d'équilibrer, donc vous allez en mettre des tonnes partout et vous n'allez jamais revenir à une application uniforme. Pour bien appliquer ce spray, le conseil, c'est de mettre le tirage à la verticale ou quasiment à la verticale, par exemple sur on appelle ça maintenant, le truc sur lequel on pose des châssis de peintre, un chevalet, voilà, exactement. Donc, poser le tirage, par exemple, sur un chevalet ou alors l'accrocher sur un mur avec des aimants avant d'avoir coupé les marges blanches autour du tirage. Voilà, vous pouvez encore mettre des aimants dans la marge blanche, l'appliquer contre un mur. Et à partir de ce moment-là, utiliser la bonbonne à la verticale et à une distance raisonnable, 20 à 30 cm du tirage, pour avoir une application vraiment homogène. Et après, il ne faut pas se prendre la tête. La recette, c'est de ne pas se prendre la tête. Si vous réfléchissez trop à dans quel sens partir, vous allez faire des à-coups et vous allez avoir une application qui n'est pas uniforme. Il faut avoir un geste très linéaire, ne pas se poser de questions et en Z, balayer l'entièreté du tirage ligne par ligne. Et voilà. Vous pouvez le passer dans un sens, vous pouvez le passer dans un autre. Certains tireurs vont jusqu'à le passer 4 fois en faisant horizontal, vertical, puis les deux diagonales. Mais déjà, à partir d'une application, vous avez un résultat assez efficace. Ensuite, on passe au vernis. Et là, le vernis, en fait, il a plutôt été prévu pour protéger les toiles dont je vous parlais tout à l'heure, les canvas. L'objectif principal du vernis, c'est comme pour le spray, c'est de protéger contre les UV. En revanche, le vernis, lui, en fonction de la manière dont il est appliqué, de la technique utilisée, est-ce que c'est au rouleau, au pinceau, au pistolet à peinture et ainsi de suite, là, on peut modifier l'aspect de surface de la toile. D'ailleurs, parfois, c'est ce qui est recherché. Il y a des personnes qui font des expérimentations au pinceau, notamment, pour créer des aspects de relief, etc. Bon, ça, c'est très bien. Mais de fait, ça change l'aspect de surface de la toile. Si on passe un vernis aussi qui est brillant, puisque là, les vernis existent dans 3 déclinaisons, brillant, satin et mat. Si on passe un vernis brillant sur une toile qui à la base était mat, ben forcément, on va avoir un rendu qui va être entre brillant et mat, puisqu'on a combiné 2 éléments qui avaient ces 2 aspects, ces 2 finitions différentes. Pour avoir la disposition la plus régulière, soit il faut s'entraîner avec un rouleau, à avoir un geste régulier, soit ça peut aussi être au pistolet à peinture en contrôlant le débit. En revanche, je ne l'ai pas dit pour le spray, mais le spray et le vernis ne changent pas les propriétés de conservation des tirages, voire les améliorent. Donc il n'y a pas de problème pour utiliser ces produits dans un contexte de conservation. On a fait des tests de vieillissement accéléré et il n'y a pas de dégradation connue à cause de ces produits. Voilà, les vernis, ça s'utilise parfois sur les papiers, mais là, il faut être vraiment sûr de ce qu'on fait et c'est plutôt expérimental. Notamment, je sais que certains tireurs le font avec des dilutions particulières, mais c'est pas quelque chose qu'on recommande à tout le monde dans le sens où c'est vraiment expérimental. Donc là, avec ces 2 produits, on protège la couche image qui est en surface donc, du papier ou de la toile, notamment contre l'agression des UV et légèrement contre l'agression physique par abrasion, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a protégé cette couche image, on se pose la question de comment stocker les tirages. Et là, il faut réfléchir à de quoi on protège les tirages. Quels sont les risques pour la conservation dont on va essayer de s'éloigner au maximum en protégeant les tirages. Donc, il y en a au moins 3. Le premier, c'est la lumière, notamment les UV. Donc, on en a parlé avec les sprays. Mais aussi, quand on stocke le tirage,
parce qu'il n'est pas en exposition, on va essayer de le protéger les UV. Donc, généralement, on va le mettre dans une boîte noire. Ensuite, on a l'humidité. Donc là, même si les papiers sont relativement résistants aux variations, enfin, à des niveaux d'humidité élevés et bas, en revanche, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de variation trop rapide qui est à la verticale. J'ai une petite déconnexion. Surtout dans le cas où le tirage serait stocké à la verticale, il faut éviter qu'il y ait une différence d'humidité, par exemple, entre le sol et le plafond, ou une différence de température entre le sol et le plafond. Parce que dans ce cas-là, le papier va se déformer. L'idéal, quand on stocke les tirages, c'est de le faire à l'horizontale, et donc, par exemple, dans une boîte. Ensuite, la troisième chose dont on essaye de s'éloigner, c'est des pollutions. Et là, les pollutions, c'est un mot un peu valise, ça englobe plein de choses différentes, mais notamment la pollution des solvants qu'on peut retrouver dans certains meubles notamment, et qui lâchent des gaz au fur et à mesure de leur dégradation, et qui vont venir attaquer très fortement les tirages. C'est très vrai pour tous les meubles qui sont faits avec des bois recomposés. Donc tout ce qui va être des bois contreplaqués, des millefeuilles de toutes petites planches de bois collées les unes avec les autres. Tout ce qui va être l'aggloméré, donc des miettes de bois collées, pareil. À chaque fois en fait qu'il va y avoir de la colle, si le bois n'a pas été produit exactement dans l'intention de servir à la conservation d'œuvres, en fait, ça va être une mauvaise colle qui va être utilisée, pleine de solvants qui vont dégazer et qui vont venir attaquer les tirages. Donc là où on pourrait parfois se dire que le tirage est en danger à côté d'une fenêtre et qu'on va le mettre à l'intérieur d'un tiroir, il ne faut surtout pas le mettre à l'intérieur d'un tiroir en aggloméré, parce que là, c'est 20 fois pire que de le laisser à la fenêtre. Je ne sais pas, hein, pour 20 fois, je dis ça comme ça, mais c'est pire que de le laisser à la fenêtre, la dégradation va être beaucoup plus rapide. Donc voilà, et ça c'est quelque chose auquel on pense moins souvent. L'autre cas typique aussi, c'est un tirage qui va être par exemple exposé dans une cuisine et qui va être soumis donc à de l'acidité, à des graisses, et qui va se dégrader très vite. Et un troisième cas, c'est un tirage qui aurait été mis dans un cadre bas de gamme, qui est lui aussi fait soit avec des bois type aggloméré, soit le bois peut être de bonne qualité, mais le collage des baguettes du cadre entre elles sont faites avec des mauvaises colles qui, elles aussi, vont pouvoir attaquer le tirage. Et là, ça se voit très vite quand vous sortez le tirage du cadre. Comme l'attaque se fait par les bords, là où c'est en contact avec le cadre, vous allez voir que vous allez avoir une auréole jaune tout autour du tirage. Donc voilà, vous voyez à l'image là une boîte en carton, ça c'est une boîte d'archivage que Canemul fabrique, qui est faite dans un carton micro-cannelé très léger, très résistant, mais surtout qui est un carton sans acide et résistant au vieillissement et qui respecte donc différentes normes, notamment la norme ISO 9706, pour conserver vos tirages de la meilleure façon possible. Et puis j'en profite pour revenir sur une petite technique dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure. Gardez, quand vous faites des tirages, ou alors achetez éventuellement un nuancier exprès pour ça, mais des petites languettes de papier que vous allez pouvoir disposer à côté mais à l'extérieur des boîtes dans lesquelles vous stockez vos tirages. Pourquoi? Parce que la boîte en elle-même, en fait, c'est un peu une sorte de sarcophage qui va protéger, au moins pour un temps, le tirage des agressions extérieures. Si vous laissez une languette de papier, par exemple, juste au-dessus de la boîte, cette languette de papier elle va être attaquée par l'environnement beaucoup plus vite. Et donc, ça constitue un bon témoin pour savoir si, après longtemps, vos tirages sont en danger à cause de leur environnement. Vous allez voir tout de suite que la languette va jaunir et vous allez pouvoir rapidement prendre une action pour simplement déplacer les tirages et les mettre dans un environnement où ils vont moins être attaqués que précédemment. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Regardez, généralement, quand on fait des tirages, on a toujours des chutes de papier, un tirage qu'on a raté, dont on n'a plus besoin. Voilà, gardez une chute de papier, même s'il y a de l'encre dessus, c'est pas grave, hein, et laissez cette chute de papier à côté de vos tirages pour savoir si, à l'endroit où ils sont stockés, ils sont en train d'être attaqués. Et puis, je rebondis aussi sur une question qu'on avait reçue avant le webinaire, qui est de savoir comment stocker plusieurs feuilles de papier, plusieurs tirages les uns au-dessus des autres, et est-ce que le papier de soie est une bonne manière de les stocker? Alors, le papier de soie, justement, pas forcément. C'est un papier, en fait, qui a une texture
et donc qui peut poser des problèmes d'abrasion. Donc il faut faire attention au type de papier de soie qu'on utilise surtout. Il y en a qui sont assez abrasifs. Je sais que dans notre atelier technique en Allemagne, le service technique qui fait des impressions, qui fait des tests, utilise un papier qui s'appelle Tyvek, Tyvek, et qui est un papier qui, lui, par contre, est complètement lisse et donc ne présente pas ces risques d'abrasion. Il y a d'autres papiers probablement qui existent que je ne connais pas, mais donc faites attention. Là, pour le coup, c'est une question de bon sens, hein. Juste regarder est-ce que le papier est abrasif ou pas. Et puis voilà, ça sera très bien. Juste une petite aparté, je vois que quelqu'un a levé la main. Alors, on n'a pas la possibilité de donner la parole. En revanche, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez une rubrique en haut de votre écran intitulée Q et R, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez. On essaiera de répondre dans la mesure de nos compétences. Absolument. Et je me rends compte que je suis un peu bavard, donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas vous garder trop longtemps. Le troisième volet donc, de la conservation des œuvres après le tirage, à mon avis, c'est l'authentification. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué à saisir tout de suite, mais authentifier une œuvre, c'est une manière d'assurer une bonne conservation. Dans les questions qu'on a reçues avant, j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui était conservatrice, restauratrice du patrimoine qui participe. Alors peut-être que la plupart de mes explications ne vont pas assez loin pour elle, mais je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi sur ce point précis. Authentifier les tirages et documenter comment ont été réalisés les tirages, c'est très important pour la conservation. Alors là, on parle plutôt d'un contexte muséal et de très longue durée de conservation. Mais vous allez voir que normalement, quand vous écrivez un certificat d'authenticité, vous allez mettre éventuellement une miniature de l'image, le titre, le format, etc. Bon, ça, c'est plutôt pour des questions à la limite juridiques ou économiques, parce qu'on vend un tirage plus grand, plus cher qu'un tirage plus petit, soit. Mais par contre, on pourrait avoir tendance à oublier de dire sur quelle imprimante, avec quelles encres, dans quelles conditions, quelle année, et ainsi de suite, le tirage a été réalisé. Or, c'est très important. On n'a aucune idée, en fait, de quel va être le parcours de ce tirage, sa vie et à quel moment il va être pris en charge pour sa conservation. Et avoir ces informations qui suivent le tirage, c'est très important pour permettre une bonne conservation du tirage à l'avenir. Et à Nemul, on a un système de certificat qui existe, qui se constitue de deux hologrammes identiques, qui ont le même numéro unique, dont un se pose sur le certificat et un se pose au dos de l'œuvre pour créer vraiment ce lien entre le certificat et l'œuvre. Ça a un intérêt donc économique pour dire voilà, c'est vraiment cette œuvre-là que je vous ai vendue à ce prix, mais ça a aussi un intérêt pour la conservation. Et en plus de ça, on a un répertoire qui s'appelle My Art Registry, qui permet d'avoir aussi une banque de données en ligne qui est assurée par Anemul. Et Anemul n'est pas prêt d'arrêter de s'en occuper. On a déjà 440 ans d'histoire, on ne va pas s'arrêter maintenant. Qui permet, même si le certificat était perdu, à partir du numéro qui est sur l'hologramme, qui est sur le tirage, de savoir comment a été réalisé ce tirage et donc comment le conserver de la meilleure façon possible. J'en profite juste pour dire que l'hologramme, il se met au dos du tirage ou alors, si jamais le tirage est contre-collé, au dos du contre-collage. Sinon, c'est un peu dommage, il est perdu dans le sandwich et on ne pourra jamais savoir quel était le numéro. Et voilà, le papier qui est livré, donc c'est une boîte avec 25 feuilles de papier et 25 paires d'hologrammes, donc 50 au total. Le papier qui est livré avec, c'est un très beau papier, il est à bord frangé, il y a un filigrane avec le coq d'Anemul dans l'épaisseur du papier, si on le regarde à travers une source de lumière. Et c'est aussi un papier dans lequel il y a des fibres fluorescentes. Donc on peut voir par exemple sous un lecteur à billets et qui permettent de s'assurer que pour arriver au niveau de contrefaçon nécessaire pour falsifier ce certificat, c'est déjà qu'on a un artiste très très connu. Voilà, le deuxième produit que vous voyez à l'écran qui peut aussi être utile, c'est un set pour signature. J'en parle très rapidement. Il y a un stylo à encre noire pigmentaire et il y a un crayon graphite. Les deux sont étudiés pour ne pas altérer la conservation des tirages, donc ils peuvent être utilisés pour signer les œuvres. De manière générale, contrairement à ce qui est sur la photo, on ne signe pas au recto de l'œuvre, mais plutôt dans les pratiques modernes au verso, voire même au dos du contre-collage. Mais bon, voilà, c'est juste pour qu'on se rende compte que c'est bien un tirage qui est en train d'être signé. Le stylo est plutôt fait pour les papiers qui vont être brillants, puisque c'est un stylo donc, à encre qui va très bien s'appliquer sur les surfaces type glacé, alors que le graphite, pour lui, va être très très bien pour tout ce qui est papier mat et papier texturé également.
en sachant que voilà, les deux sont résistants à la lumière et aux UV pour durer aussi longtemps que les tirages sur lesquels ils ont été apposés. Et voilà un peu la conclusion de de cette présentation, à la fois de concepts généraux sur la conservation des photographies, des tirages. Principalement, on a parlé de jet d'encre, donc d'impression numérique, euh, et aussi des produits qu'Anemul a sortis au fur et à mesure des années pour répondre aux besoins des photographes et des artistes qui utilisent ces types d'impression. Je vous garde juste quelques instants pour vous parler du support technique qu'Anemul propose aussi pour tous ces différents produits, notamment à travers une application qui est téléchargeable gratuitement, qui est sur Android et iOS. C'est une application dans laquelle vous allez trouver, alors malheureusement, elle est qu'en anglais. On bataille dur pour qu'elle soit en français, mais pour l'instant, elle est qu'en anglais. C'est une application dans laquelle vous allez trouver plein de ressources à télécharger ou à consulter. Donc, vous pouvez télécharger les profils ICC pour ceux qui font leur impression eux-mêmes. Tutoriels. Vous pouvez aussi consulter des vidéos et des tutoriels sur les techniques pour appliquer le vernis, le spray et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est très bien fait. Moi, un de mes rôles aujourd'hui chez Anemul, c'est notamment d'assurer le support technique pour les gros laboratoires, etc. Et comme j'ai pas réponse à tout, la plupart du temps, je me réfère à l'application et je trouve ma réponse dans l'application. Donc vraiment, je vous la recommande parce que je l'expérimente tous les jours. Elle est vraiment très bien faite. C'est un peu un condensé d'une dizaine d'années de réponses à des questions de la part d'utilisateurs de nos produits. Et puis, une petite dernière slide sur la gestion de la couleur, parce que c'est toujours un sujet qui revient. Et on l'a vu d'ailleurs dans les questions qui nous sont parvenues avant le webinaire. Donc, j'en parle très rapidement. Vous pouvez bien sûr télécharger les profils ICC pour nos papiers en fonction de différents systèmes d'encre et d'imprimantes. Donc, on a parlé tout à l'heure de HP, Canon et Epson principalement. Vous pouvez télécharger ces profils, mais attention, le profil ne fait pas tout. Ce qui est très important pour avoir une bonne gestion de la couleur, c'est aussi de choisir le bon réglage papier. Et pour ça, quand vous téléchargez le profil, vous avez avec un petit PDF qui vous dit quel réglage papier utiliser en fonction du papier que vous êtes en train de mettre dans la machine. Donc voilà, qui va définir quelques réglages avant même que le profil ICC rentre en jeu. Le profil ICC, c'est vraiment 10% du travail, mais si on n'a pas mis le réglage papier, on ne va pas au bon endroit. Et voilà, c'est donc la fin de cette présentation. Est-ce que vous avez posé des questions dans le module questions-réponses? Je ne crois pas pour On n'a pas l'instant. eu de questions. Alors après, Ouais, peut-être qu'on fera passer peut-être un questionnaire pour savoir s'il y a des questions ultérieures. ouais, bien sûr. Euh, En tout cas, merci Vincent pour toutes ces précisions techniques. On espère que vous aurez apprécié ce moment et puis récupéré peut-être des informations intéressantes. Vous avez compris qu'en tout cas, la conservation, c'est avant tout déjà un bon tirage. Un bon tirage, c'est un bon papier, une bonne encre, une bonne technique d'impression. Voilà, la technique d'impression, soit on s'adresse à un bon labo, soit on s'équipe de bons matériels. Et puis après, Vincent a été très, très clair, je pense, dans l'explication de comment conserver sur du long terme. Voilà, on a essayé d'être assez rapide. On a malgré tout dépassé l'horaire, mais je crois vous avez dit quelques éléments intéressants. Je voulais, oui, alors Oui, le dernier slide est très important. Merci à notre partenaire Graphic Réseau. On a plein de bons distributeurs, mais Graphic Réseau, on a particulièrement d'excellentes relations avec nos amis de Graphic Réseau qui font un travail remarquable. Vincent, je vous laisse expliquer le. oui, tout à fait. En fait, ce webinaire, on l'a organisé cette semaine précisément parce qu'on est dans une grande opération pendant toute la semaine qu'on a appelée la semaine Anemul, la Anemul Week. Donc, toutes les branches d'Anemul dans le monde entier, tous les distributeurs dans le monde entier mettent en place des opérations. Et donc, quand on a parlé avec Graphic Réseau, qu'on leur a proposé de faire ce webinaire, ils nous ont tout de suite dit, OK, puisque vous faites ce contenu, nous, on va être super fair play, on va proposer une réduction. Et donc, vous avez une réduction de 7% sur les produits Anemul qui est valable jusqu'à la fin de la semaine avec le code HA7. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Merci à Graphic Réseau d'avoir joué le jeu. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On a une audience qui n'a quasiment pas désempli du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir tenu le coup jusque là.
en espérant que cette présentation a été profitable pour vous. Merci beaucoup et à bientôt. Ah oui, et alors quelque chose aussi, n'oubliez pas, nous on participe à plein d'événements, de la photo, des salons, etc. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. On aura plaisir à continuer cette discussion avec vous dans la vraie vie.